Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'ai pour inviter François Leleux, qui est astrologue, auteur, conférencier et enseignant en astrologie védique, dit aussi de Jyotish. Oui, c'est ça. On parle aussi d'astrologie sidérale. Oui, Alors, la traduction serait aussi la science de la lumière, qui fait partie d'un corpus de connaissances qui indique la totalité des lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. C'est vraiment cette partie-là qui m'a intéressée et c'est celle sur laquelle on va s'arrêter plus précisément aujourd'hui. Bonjour François, je peux vous laisser faire tout simplement. je pratique depuis 30 ans une astrologie non occidentale, qui est une astrologie de l'Inde, qui provient d'un texte sacré qu'on appelle les Védas, texte qu'on date pas très clairement, mais on est à 6-7 000 ans avant notre époque actuelle, hein. C'est un texte très ancien. Alors, on parle de texte parce que c'est plus facile de l'exprimer comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment un texte. C'est un ensemble de connaissances, vous l'avez rappelé, qui permet de découvrir toutes les lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Et toutes ces lois-là ont été découvertes par des sages qu'on appelle des rishis. Rishi veut dire voyant, ceux qui voient. Et ils ont perçu directement, sans passer par le mental. Ils ne sont pas passés par leur raisonnement. Ils ont, à travers leur expérience intérieure, perçu directement l'ensemble des lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Et dans ces lois de la nature, ils ont découvert, perçu plutôt, les lois de l'astrologie, d'un certain type d'astrologie qu'on appelle sidérale. J'expliquerai à quoi ça correspond tout à l'heure. Mais ils ont perçu que la position des planètes au moment de votre naissance, au lieu de votre naissance, allait donner des informations multiples sur tous les plans sur votre incarnation actuelle. Ils ont perçu que l'astrologie indienne permettait presque de construire une sorte de GPS. Où en êtes-vous dans cette incarnation? C'est un système qui est très ancien, donc on peut dater cette astrologie. C'est une astrologie qui a des sources, puisqu'en fait, cette connaissance a été, à un moment donné, inscrite sur des livres, hein. On a des livres encore actuels qui indiquent les lois qui ont été perçues il y a très longtemps par ces rishis. Et on utilise toujours cette connaissance qui est intéressante dans le sens où, pour les rishis, nous sommes une âme reliée à un corps et que cette âme, qui est par nature infinie, illimitée, va perdre cette dimension infinie, illimitée, parce qu'elle est reliée à un corps qui, lui, est fini, limité. Et le but de l'incarnation, en tout cas c'est la vision des rishis, hein, on peut en discuter bien sûr, hein, c'est de, à travers les diverses incarnations, donc on croit à la réincarnation, à travers ces diverses incarnations, on va devoir retrouver sa nature infinie, tout en étant relié au corps qui lui est fini. Je vais faire une petite parenthèse parce que vous parlez de livres, mais l'impression, elle date pas de si vieux que ça. Sous quelle forme ils ont été transmis? Ça a été transmis de génération en génération pendant des siècles, de Voilà, maître à disciple par des mantras, hein. d'accord. Les mantras sont des sons qui ont des spécificités subtiles, qui transforment lorsqu'on les écoute. Et donc, vraiment, cette connaissance a été transmise, oui, par les mantras, de manière extrêmement codifiée, extrêmement précis, extrêmement subtile. Tout est à sa place. Et à un moment donné, bien sûr, compte tenu de l'essor des livres il y a plusieurs siècles, eh bien, cette connaissance a été inscrite sur les pages, bien sûr, de livres que l'on peut acquérir maintenant. Mais il existe toujours une possibilité d'écouter cette connaissance par les mantras. Mais ce sont des mantras sanscrits, donc on n'a pas bien évidemment la correspondance avec la compréhension intellectuelle pour faire un thème. Mais le simple fait d'écouter ces mantras ont déjà un impact puissant sur la personne qui les écoute, sur le plan de son karma, puisqu'on va percevoir à travers le thème que l'on va construire avec l'astrologie indienne, on va surtout percevoir le karma, qui est en fait le résultat de nos actions passées. On va donc percevoir le type de karma que nous avons à régler dans cette incarnation. Ça veut dire qu'il est possible de passer à côté de son incarnation parce qu'on n'a pas résolu ou purifié son karma? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement clair. Une bonne majeure partie des gens sont tournés vers l'extérieur, sont pas tournés vers une dimension intérieure, sont pas tournés vers leur vie intérieure. Lorsqu'on est tourné vers l'extérieur, on n'a pas conscience des limitations du karma, puisque le karma, par définition, limite les possibilités d'être simplement heureux ou heureuse, hein. C'est ça le karma, hein. Oui, c'est Le ça. karma
faire enfermer, coincé. En faisant un thème védique, il est possible d'avancer spirituellement et dans sa vie, de se sentir mieux et de réussir son incarnation. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ce qui m'est arrivé dans cette incarnation-là. J'avais un karma assez lourd et à un moment donné, j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, puisque c'est une connaissance qui a plutôt été spontanée chez moi. La connaissance est revenue. J'ai redécouvert cette connaissance-là et j'ai pu percevoir à ce moment-là le type de karma que j'avais à gérer. Parce qu'il faut en avoir conscience. Bien sûr. Il faut percevoir les limitations. Alors, il y a certains domaines de notre existence qui ne sont pas reliés au karma très lourd, hein. On n'a pas de soucis, forcément, tout le monde dans tous les domaines de l'existence. Mais certains vont avoir des problèmes dans le boulot, ou dans la vie familiale, ou dans la vie spirituelle, ou dans la vie amicale, ou dans la vie financière, ou sur le plan de la santé. Ça, c'est du pur karma. Pour les rishis, toutes les souffrances que nous vivons correspondent à des retours de karma. Et donc, il faut en prendre conscience, ne pas surtout mettre de côté le karma, les aspects négatifs. On va plutôt l'accueillir, en prendre conscience. Et ce qui est alors fondamental et presque magique avec l'astrologie védique sidérale, c'est que les rishis nous ont transmis une connaissance très particulière que l'on appelle les moyens correctifs, qui vont nous permettre, à travers des moyens que nous mettons en place, de brûler le karma. Brûler. Oui, on brûle le karma. Oui, oui. C'est-à-dire que on va transformer notre destin dans le bon sens, dans le sens d'une évolution, dans le sens d'une transformation, dans le sens d'une transcendance. On transcende le karma pour en fait s'élever vers ce que l'on est. Et ces moyens correctifs sont des moyens que je prescris, par exemple, lorsque je donne une consultation. D'accord. Alors, je crois que c'est relié à la Lune, contrairement à l'astrologie occidentale qui est plutôt reliée au Soleil. C'est ça. Mais la Lune a des particularités. Oui, l'astrologie tropicale, donc l'astrologie occidentale, va fonder son expertise sur la place et la puissance du Soleil dans le thème. Alors, le Soleil est vrai, il est vrai que c'est une étoile et que toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc, astronomiquement parlant, le Soleil est fondamental, hein. Il représente le soi, la lumière, il représente l'aspect du divin, donc il est extrêmement puissant. Mais les astrologues occidentaux ont surtout considéré que le Soleil était central, aussi à travers une vision un peu machiste et masculine. Alors que la C'est-à-dire, Lune, c'est féminin. bien sûr, la Lune qui est bizarrement le corps céleste le plus petit, le plus proche de la Terre, eh bien, ce petit corps céleste qui est très rapide, hein, puisqu'il met 27-28 jours à tourner autour de la Terre, eh bien, ce petit corps céleste va nous donner un maximum d'informations sur ce que nous ramenons du passé, puisque la Lune représente le passé, le Soleil le futur. La place de la Lune dans un thème sidéral indien, le Jyotish, va indiquer ce que vous ramenez du passé sur le plan de votre capital spirituel, affectif, intellectuel, social, professionnel, et aussi sur le plan de votre karma. Donc on aura une vision très précise et très subtile de ce que vous allez ramener. Et surtout, la Lune représente la réceptivité, la sensibilité, l'aspect féminin. Et en fait, c'est par la perception de notre capacité de ressenti que nous allons voir si nous avons, au fil des siècles, évolué. Plus les êtres évoluent vers ce qu'ils sont, vers le divin, si vous avez une vision un peu mystique ou religieuse, mais vous pouvez avoir une vision un peu laïque de la spiritualité. Vous pouvez juste chercher à vous découvrir. Plus vous allez vers vous, plus vous allez être ouvert, plus vous allez être perméable, plus vous allez être sensible. Et c'est la Lune qui va indiquer cette capacité de percevoir, de ressentir. Et la Lune représente l'aspect féminin de la création, ce qu'on appelle la mère divine en Inde. Eh bien, la mère divine est importante parce que c'est elle qui a créé et organisé l'univers. Elle a créé et organisé l'univers. Donc, c'est une sorte aussi d'hommage à cette énergie féminine créatrice, en reconnaissant que la Lune, qui est vraiment cette toute petite planète, c'est même pas une planète, c'est un corps céleste, c'est un satellite, eh bien, c'est elle qui va nous donner le maximum d'informations. D'accord. Donc, on pourrait dire que ces deux astrologies sont complémentaires. J'ai l'impression que l'astrologie occidentale est le quotidien et les énergies au quotidien, mais que l'astrologie védique, elle, gère toute l'autre partie spirituelle et d'incarnation. On pourrait dire ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement juste. Mais D'accord. c'est vrai que sur un certain plan, ça fonctionne comme ça.
L'astrologie indienne, le Jyotish, est bien sûr une astrologie spirituelle, mais en même temps, elle traite tous les aspects du quotidien, comme l'astrologie occidentale. Je vais être très franc, je n'ai pas beaucoup de connaissances d'astrologie occidentale. Je suis plutôt un mystique, hein, depuis que je suis enfant. J'ai cherché à me retrouver dans cette incarnation, ce qui a été compliqué quand même, parce que ça peut être une expérience rude, parce qu'on doit faire face à des difficultés karmiques qui peuvent être importantes. Tout le monde n'a pas du karma important à régler. Moi, j'ai eu du karma relativement important à régler. Et donc, j'ai trouvé l'astrologie indienne parce que j'avais une vision mystique de mon existence. Donc, je n'ai pas étudié l'astrologie occidentale. Tout ce que j'en sais, c'est que je forme des astrologues occidentaux qui veulent devenir des astrologues védiques, puisque l'astrologie védique est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus subtile. Et puis surtout, ces moyens correctifs vont nous donner un véritable aspect de transformation à cette astrologie. C'est-à-dire que on ne va pas juste vous donner des informations sur votre incarnation, on va vous dire que vous pouvez agir sur votre destin. Donc c'est extrêmement précieux. L'aspect important du Jyotish, c'est que lorsqu'on pratique le Jyotish, on n'est pas au niveau de l'ego ni au niveau du mental. On ne raisonne pas. Lorsqu'on pratique le Jyotish, on ressent au niveau de sa propre nature essentielle. Même si vous n'avez pas pratiqué la méditation pendant 40 ans, vous allez pouvoir, en apprenant le Jyotish, de par la simple technique qu'ont mis en place les rishis pour interpréter et prédire, vous allez en fait rentrer à l'intérieur de vous et vous allez ressentir le thème plutôt que l'analyser sur le plan intellectuel. C'est ça qui est très intéressant. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que les planètes ne sont pas des gros cailloux dans le ciel. Ce sont des divinités. On travaille sur 9 planètes. On ne travaille pas sur des planètes transsaturniennes. On travaille sur le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, les 2 nœuds lunaires, qu'on appelle Rahu, le nœud nord, Ketu, le nœud sud. On travaille sur Mars, on travaille sur Jupiter, on travaille sur Saturne. On ne travaille pas sur les autres planètes utilisées par l'astrologie occidentale. Eh bien, ces 9 planètes sont en fait 9 divinités. Donc, lorsque vous pratiquez le Jyotish, vous rentrez en fait en communication avec des divinités. Et c'est cette relation privilégiée que nous avons avec ces divinités qui va faire que nous allons avoir des informations. Nous allons ressentir. C'est une astrologie d'unité. Il n'y a pas de différence hiérarchique entre une âme humaine, un être humain et les planètes. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et lorsque nous utilisons bien évidemment les techniques d'interprétation du Jyotish, nous allons être en contact très subtilement, très finement, avec la conscience de chaque planète qui gère chacune un domaine spécifique de l'existence. Donc c'est intéressant de voir que la grande différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne, c'est plutôt dans la pratique, même si les techniques sont différentes, hein, puisque c'est une astrologie sidérale qui fait que les planètes n'ont pas le même positionnement dans le thème natal, hein, puisqu'il y a une différence environ de 24 degrés, parce que les Indiens considèrent qu'ils font l'exacte photographie du ciel au moment de la naissance, parce qu'ils vont calculer chaque année le nouveau positionnement de la Terre par rapport au Soleil. Il va y avoir un petit décalage. Chaque année, il est très infime, mais au fil des siècles, ce décalage est de 24 degrés. Mais donc, nous allons avoir véritablement une astrologie techniquement différente et avec une mise en pratique des règles de l'astrologie qui est très différente. Alors, quand je dis ça, je ne conteste pas, bien sûr, l'efficacité de l'astrologie occidentale. Hein. Je n'ai pas, c'est pas du tout le même plan. Puisqu'il y a ce décalage de 24 degrés, ça veut dire que les signes sont différents. On peut tomber sur un signe qui n'est pas le nôtre. Oui, tout à fait. Si je prends mon cas, par exemple, je suis en astrologie occidentale, Sagittaire ascendant Cancer. Alors qu'en astrologie indienne, je suis Scorpion ascendant Scorpion. Waouh, rien à voir. Et quand vous dites Scorpion ascendant Scorpion, quand je regarde mon existence, ça a été une existence vraiment de transformation, d'alchimie, de passion, de souffrance, de prise de risque, de descente à l'intérieur, véritablement de tumulte incessant pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors que Sagittaire, Cancer, c'est plus doux. Alors, Sagittaire, Cancer, ça indique quand même un certain type de fonctionnement que j'ai, bien sûr. Mais ça ne va pas exprimer véritablement le destin karmique et dharmique que j'ai eu. Le destin karmique, c'est véritablement au moment de votre naissance et tout le long de votre existence, quels sont les éléments du karma qui vont venir pour réduire votre capacité à être heureux ou heureuse. Le destin dharmique, ça vient de dharma. Le dharma, c'est ce que vous devez faire.
Vous voyez, quand je donne des consultations ou je donne des conférences, eh bien, je suis dans mon dharma. On sent que c'est juste. J'ai jamais eu la volonté de donner des conférences, j'ai jamais eu la volonté de donner des consultations. Ça s'est fait naturellement. Ça, c'est le dharma. Le dharma, c'est ce que chaque âme est venue faire sur Terre. Et c'est en dehors d'une volonté. Ça se met en place. Ça correspond à la mission dont on parle. Sur le plan mental, ça correspond à la mission de vie. Donc, on a dans l'incarnation une sorte d'entrelacement du destin karmique et dharmique, avec des degrés différents suivant les moments. Et bien, vous allez devoir, en fonction de ce qui vient, vous freiner, vous réduire, vous ralentir. Vous allez devoir en prendre conscience. Et en même temps, prendre conscience aussi des autres énergies qui vont avoir une tendance à vouloir vous élever. Mais pour qu'il y ait élévation, il faut qu'il y ait lâcher prise. On ne peut pas s'élever si on continue à être identifié à un ego et à un mental qui s'accroche à des projections ou à des désirs qui ne sont pas des désirs dharmiques. C'est dans ce sens-là que le Jyotish est une véritable méthode d'illumination, de transformation de soi-même, parce que vous allez prendre conscience de l'impact de l'ego, et on sait que l'ego, à un moment donné, il faut le remettre à sa place. Vous allez prendre conscience de l'impact de votre mental, ce qui est toujours en train de tourner dans votre tête, hein. Vous allez prendre surtout conscience de l'impact de votre corps émotionnel. Votre corps émotionnel, c'est l'ensemble de toutes les émotions non réglées depuis des siècles et des siècles et des siècles, ce qui a créé le subconscient. Donc, on va avoir tous ces aspects-là qu'on va percevoir très rapidement. Et vous allez avoir des planètes qui, par exemple, comme la Lune, si elle est faible, elle va donner un corps émotionnel extrêmement lourd, relié à l'angoisse, à la peur, à la terreur. Là, on met en place des moyens correctifs, qui sont généralement des mantras que l'on peut écouter ou réciter, Oui. des pierres que l'on peut porter en bague, en bracelet, en collier, en pendentif. Et puis, on peut aussi assister à des cérémonies védiques, des cérémonies très anciennes, qu'on appelle des yagyas. Ça veut dire action parfaite en sanskrit. Des cérémonies qui sont très anciennes et qui permettent vraiment de brûler le karma. Les cérémonies, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Où est-ce qu'on peut aller assister à une cérémonie? Parce que c'est pas quelque chose qui se pratique beaucoup chez nous. Non, non, non. En France, il y a très peu de personnes. Eh ben, nous avons appris à les faire ici. On a appris avec une sainte indienne qui habite en Californie, qui s'appelle Shrima. On a appris à faire des yagyas. Donc, à chaque consultation, je prescris donc les mantras en fonction des faiblesses planétaires. Une planète n'est jamais faible. Elle ne peut pas puisqu'elle est l'expression de la lumière. Les 9 planètes n'ont aucune possibilité d'être faibles. Elles vont par contre renvoyer un karma qui peut être compliqué. Un karma relié au domaine géré par cette planète. Eh bien, vous allez donc pouvoir, à la fin de la consultation, recevoir une prescription de moyens correctifs en fonction de certaines faiblesses planétaires. Ça va être donc les mantras que vous pourrez réciter pour telle ou telle planète, les pierres que vous pourrez porter en fonction de telle planète, et vous pourrez aussi assister à certains yagyas. Nous avons un calendrier des yagyas et vous pouvez y assister par Zoom ou venir sur place pour ceux qui ne sont pas. Et peu importe que ça se passe par Zoom ou que vous soyez sur place, l'impact du yagya est aussi puissant. Nous proposons vraiment cette transformation Dans du le milieu destin. spirituel, on parle beaucoup de l'amour inconditionnel Oui, qu'il faut éprouver. Est-ce que ça permet d'atteindre cet amour inconditionnel? oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, en brûlant le karma, vous allez nettoyer votre vie intérieure, votre paysage intérieur. Votre paysage intérieur est rempli très souvent d'activités parasitaires qui vont provenir du corps émotionnel, qui vont provenir du mental, donc les pensées. Le corps émotionnel, ça va être les peurs, les angoisses, ou même les excès d'optimisme, hein. Ça, c'est le corps émotionnel. Le mental va créer très souvent une sorte de diarrhée de pensée en permanence. Et puis l'ego, lui, il va créer à l'intérieur de votre champ de conscience son expression de ses propres désirs parce qu'il veut ou il ne veut pas. Voilà. L'ego, lui, c'est une sorte de dictateur qui en fait a sa propre stratégie pour maintenir son existence. Il n'est pas notre ami, même si il a certainement contribué dans l'enfance à nous protéger. Au stade adulte, il faut vraiment remettre cet ego à sa place. Mais ces trois forces-là, mental, ego, corps émotionnel, créent à l'intérieur de votre champ de conscience des activités parasitaires. Quand vous brûlez le karma, eh bien, ces activités parasitaires ne vont plus pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y aura plus de source d'expression. Donc, naturellement, vous allez avoir un champ de conscience qui va se libérer. Et lorsque vous libérez votre champ de conscience, votre paysage intérieur, eh bien, qu'est-ce que vous voyez spontanément?
qu'est-ce que vous voyez spontanément? Vous. Vous vous voyez en tant que conscience. Et lorsque vous voyez en tant que conscience, vous êtes en dehors de l'ego, du mental et du corps émotionnel. Et à ce moment-là, bien évidemment, votre amour inconditionnel est vraiment présent. Il est automatique. Cet amour inconditionnel fait partie de ce que chaque âme sur Terre vit. Simplement, c'est caché. Bien caché, hein. Quand on voit l'état du monde actuellement, on peut se dire que l'amour inconditionnel est extrêmement bien caché. Mais il n'est que caché. Donc, les moyens correctifs vont vous permettre d'apaiser l'activité parasitaire. Je cite souvent un grand rishi qui s'appelle Maharishi Patanjali. Un grand rishi, Maharishi Patanjali, qui a découvert des techniques de méditation très subtiles qu'on appelle les Yoga Sutras, les Yoga Sutras de Patanjali. Eh bien, dans son deuxième aphorisme, il indique le but du yoga est l'apaisement du mental. Le but du yoga est l'apaisement du mental. Donc, l'apaisement du mental, c'est vraiment ça. Faire en sorte que toutes ces activités parasitaires qui proviennent du karma disparaissent et que spontanément, je dis bien spontanément, sans effort, va s'exprimer votre nature essentielle. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, l'illumination, le nirvana, le paradis, le samadhi, peu importe suivant les philosophies ou les religions, les termes sont différents, mais la réalité est toujours la même, même si chaque être va vivre un éveil certainement très différent de celui de son voisin. D'accord. Pour revenir au mantra, vous Oui, disiez que c'était subtil. Est-ce qu'on peut relier ça, puisque les gens vont répéter des mots qu'ils ne comprennent pas vraiment, enfin, même si on regarde la traduction, au moment où on les répète, ce sont des mantras. Est-ce que ce qui fonctionne, ce sont les vibrations? oui, 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 ce sont les sons. Oui. Dans les Védas, on trouve la connaissance du Jyotish, de l'astrologie indienne, on trouve la connaissance de l'Ayurveda, le système de santé, on trouve le Sthapatya Veda, l'architecture védique, on trouve aussi, mais vraiment tout un corpus très important relié au son, aux vibrations, au rythme. Et on va trouver la science des mantras, la science des mantras védiques. Chaque son, en fait, a une possibilité de transformer la limitation karmique qui existe dans votre conscience et dans votre système nerveux. Donc, ces mantras-là sont des mantras planétaires, qu'il y a des mantras par planète, plusieurs types de mantras planétaires. Vous avez des mantras qui sont plus courts, ce sont des bij mantras, des mantras racines plus secs. Et vous avez des mantras plus longs qui peuvent être chantés avec des chorales, avec beaucoup de musique, qui sont beaucoup plus joyeux. Vous écoutez les mantras planétaires qui vous plaisent. Mais ça a vraiment un aspect, on peut dire, magique, subtil, même si il y a quand même une signification au mantra quand même. Parce que pour chaque mantra planétaire, on va reprendre le nom de la planète en sanskrit. Le soleil, c'est Surya. Mercure, c'est Bouddha. Vénus, c'est Shukra. Le nœud lunaire nord, c'est Rahu. Le nœud lunaire sud, c'est Ketu. La lune, c'est Chandra. Mars, c'est Mangal. Jupiter, c'est Guru. Et Saturne, c'est Shani. Ce sont des mantras. Même le nom en sanskrit des planètes sont des mantras. Et comme tous les mantras, donc, on les répète. 108 fois. 108 fois correspond à l'infini. Par exemple, si vous avez une lune qui est faible, vous allez réciter le lundi, jour dédié à la planète, vous allez réciter 108 fois le matin, à voix haute, le mantra, avec un mala. Comment fait-on pour réciter un mantra et compter en même temps? Vous utilisez un mala, c'est-à-dire un collier. C'est un chapelet Oui, qu'on achète dans toutes les boutiques indiennes. Donc un collier de 108 perles et que vous égrenez comme un chapelet. comme un chapelet. D'accord. On le fait à voix haute et lorsqu'on récite le mantra, on sent que le mantra vient à l'intérieur, on le sent vraiment, créer un espace de plus en plus vaste à l'intérieur de notre conscience. Donc le mantra va venir toucher les limites à l'intérieur, pousser les limites émotionnelles, mentales, égotiques, karmiques, le mantra. Est-ce que dans ces mantras, il y a le Om? Ça commence toujours par Om, toujours. Je peux vous les dire, les mantras. Par exemple, pour Ketu, le nœud sud, c'est Om Kem Ketave Nama. Om Kem Ketave Nama. Pour Et Raoul, le nœud nord, c'est Om Ram Raave Nama. Om Ram Raave Nama. Vous pouvez même sentir en le disant, en l'écoutant, qu'il se passe quelque chose sur le plan subtil. Pour Saturne, c'est un mantra un peu plus long. Om Sham Shanaïs Charaye Nama. Om Sham Shanaïs Charaye Nama. vous pouvez traduire ce mantra-là, par exemple? Ça veut dire je rends grâce à telle planète. C'est ça que ça veut D'accord. dire. Pour Jupiter, qui est une planète extrêmement bénéfique, c'est Om Brim Brihaspataye Nama. Om Brim Brihaspataye Nama.
Nama, ça veut dire je fais un avec toi. Pour Mars, c'est Om Ang Angarakaye Nama. Om Ang Angarakaye Nama. Angaraka, c'est le nom aussi de Mars en sanskrit. Vénus, Om Shum Shukraye Nama. Om Shum Shukraye Nama. Mercure, Om Bum Budaye Nama. Om Bum Budaye Nama. C'est un mantra parmi tant d'autres, hein. Oui. Pour la Lune, c'est Om Som Somaye Nama. Soma étant aussi un nom de Chandra en sanskrit. Om Som Somaye Nama. Et pour le Soleil, Om Grini Suryaye Nama. Om Grini Suryaye Nama. Voilà. Vous voyez, pour moi, le simple fait que je les récite là, comme ça, automatiquement, au niveau de ma conscience, je sens une différence. Tout de suite, ça vient détendre quelque chose. Ça vient détendre. La science des mantras est extrêmement puissante. Extrêmement Mais puissante. donc, il ne faut réciter les mantras qui nous concernent. Alors, vous avez la possibilité tous les jours de réciter les mantras pour toutes les planètes si vous avez envie, même si ces planètes ne sont pas faibles. Pourquoi pas? D'accord. Ça, c'est une possibilité. Ça vous permettra de toute façon de fortifier la relation avec la planète. La planète est dispensatrice d'énergie bienveillante. C'est un élément supplémentaire d'évolution. Mais il faut avoir un peu de temps devant soi. Alors, sachez que si vous étiez en Inde, c'est pas 108 fois que vous feriez, hein. C'est tous les matins, ça serait 5000, 10 000 ou 15 000 fois, hein. Alors, les gens font ça dans les ashrams, ils se lèvent à 3, 4 heures du matin, ils récitent les mantras pour les planètes faibles, font ça 6 mois, 1 an. Je peux vraiment vous certifier qu'au bout de 6 mois ou 1 an, même si vous vous êtes retiré de la vie collective et sociale pendant 6 mois, 1 an, quand vous quittez l'ashram au bout de 6 mois ou 1 an, vous avez vraiment, vraiment, vraiment purifié votre karma. D'accord. Mais pour autant, est-ce que les Indiens sont plus heureux? Pas forcément, hein. Non, non, pas forcément, mais certains Indiens ont une grande ouverture spirituelle, hein. Certains sont vraiment très développés sur le plan de la spiritualité. Après, ils sont 1,3 milliard. Il y a beaucoup encore de misère, même si sur 1,3 milliard, il y a environ 300 millions, 400 millions d'Indiens qui sont plutôt occidentalisés. Les autres sont encore dans un fonctionnement peut-être un peu rural. Mais vous avez dans cette 1,3 milliard vraiment des êtres qui pratiquent la spiritualité et qui ont atteint des niveaux de conscience vraiment supérieurs. Mais c'est pas forcément la majorité. En tout cas, l'Inde est une terre de spiritualité. Quand vous y allez, enfin, moi j'y vais de temps en temps, quand on y va, on sent une pulsation extrêmement forte. Mais en même temps, les Indiens ne sont pas forcément tous évolués spirituellement, loin de là. On pourrait se dire quand même que ce pays, avec cette connaissance, devrait avoir atteint plus que les autres cet éveil spirituel. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des siècles, il y a eu une mauvaise vision des choses. Les textes des Védas disaient qu'il fallait se retrancher. Il fallait en fait se retirer. Et beaucoup d'Indiens ont considéré qu'il fallait se retirer du monde. Alors que se retirer, ça veut dire se retirer à l'intérieur de soi. Donc il y a eu beaucoup de sannyasines, de moines, d'ashramites qui pendant des siècles et des siècles ont pratiqué la méditation en dehors de toute activité, en pensant que c'était la manière de trouver le divin. On retrouvait ça aussi dans l'époque médiévale, hein, en Occident, où les monastères étaient remplis de gens qui pensaient que il fallait pas s'occuper du plaisir du corps, il fallait pas s'occuper des plaisirs du monde ni du monde en général pour trouver le divin. Alors c'est vrai que ça, bien sûr, ça pouvait occasionner quelques ouvertures spirituelles, mais c'était pas vraiment la bonne démarche. La bonne démarche, c'est se retirer en soi, c'est véritablement pratiquer si on a envie la méditation, mais en tout cas vraiment détendre au maximum toutes ces activités parasitaires qui sont dans notre champ de conscience pour naturellement se retirer à l'intérieur vers soi, naturellement, tout en étant actif. Donc l'Inde, pendant très longtemps, a eu des grandes difficultés parce que il n'y avait pas beaucoup d'activités. Les gens pratiquaient leur méditation, ce qui était certainement authentique. La méditation, est-ce que c'est vraiment ne plus avoir de pensée? Est-ce que c'est possible, ça? Oui. En sophrologie, on pratique un peu la même chose, mais on dit qu'on ne peut pas supprimer complètement ses pensées, mais qu'il faut les laisser passer sans s'y arrêter. Voilà, c'est ça. Si elles sont là, les pensées, vous les laissez passer. Mais je peux vous certifier, parce que moi je le vis très souvent, qu'il y a des états où il n'y a pas de pensée, bien sûr. Lorsque vous avez quitté l'ego, le mental, le corps émotionnel, vous êtes juste naturellement dans votre essence. Et dans votre essence, il n'y a aucune activité. Qu'est-ce que ça apporte le fait qu'il n'y ait rien? Ça n'apporte rien. Pas une question d'apport, c'est juste votre fonctionnement naturel. Votre fonctionnement non naturel, c'est d'être rempli de pensées. Fonctionnement naturel, c'est il n'y a plus de pensée. Voilà.
Vous êtes là et vous contemplez. Et en même temps qu'il n'y a pas de pensée, vous pouvez agir. Vous pouvez créer des actions. La seule chose qui me permet de moins penser, c'est de me focaliser sur ma respiration. Oui, ce sont des techniques, bien sûr. Mais vous avez des techniques de méditation avec des mantras qui sont extrêmement puissants. J'ai pratiqué très longtemps, je la pratique encore, une technique qui est tirée des Védas, hein, qu'on appelle la méditation transcendantale, où on va vous, comment dirais-je, vous donner un mantra qui vous correspond. C'est une technique extrêmement simple, sans concentration. Et là, le mantra qui est extrêmement puissant va vous amener à transcender l'ego, le mental et le corps émotionnel, et vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous. Et là, pour le coup, sans penser. Le mental qui nous dirige très souvent ne peut pas accepter de reconnaître qu'on peut vivre sans lui. Lui, il va vous dire non, on ne peut pas vivre sans penser. L'ego va dire c'est pas possible, la pensée est importante. Si je ne pense pas, je vais mourir. C'est une projection, c'est une stratégie de l'ego et du mental qui ne veut absolument pas lâcher prise. L'état naturel d'un être humain sur Terre, et on peut l'atteindre grâce au Jyotish, l'état naturel d'un être humain sur Terre, c'est de vivre sans penser. En tout cas, s'il y a des pensées, elles vont passer, elles vont être regardées. Il n'y aura pas d'identification à la pensée. Quand vous vous retrouvez à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes plus identifié à l'ego, au mental, ni au corps émotionnel, ce qui est naturel. Simplement, le karma, lui, qui est aussi relié aux pensées subconscientes, parce qu'il y a des pensées qui sont dans le subconscient, eh bien, ces pensées subconscientes, elles, vont créer une identification à l'ego, au mental et au corps émotionnel. C'est assez simple à décrire. Maintenant, évidemment, pour le vivre, il faut mettre en pratique ces moyens correctifs. Il faut mettre en pratique aussi la vision, c'est-à-dire qu'il faut être capable de regarder dans son quotidien, je dis bien dans son quotidien, quand on se lave les dents, quand on se fait à manger, lorsqu'on mange, il faut toujours regarder si l'ego est présent ou pas, si le mental vous choque ou pas. Est-ce qu'il y a une émotion qui est en train d'agir? Et si c'est l'ego qui vous prend, le mental qui pense et une émotion qui agit, il n'y a pas de souci, hein. On regarde, on regarde. Mais on sait que ça ne provient pas de nous-mêmes. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Et on a une planète qui est extrêmement importante en astrologie indienne pour discriminer, pour percevoir ce qui vient de vous et ce qui vient de l'ego et du mental. C'est en fait Mercure. Mercure est une planète d'intellect. Et l'intellect, en Jyotish, c'est cette capacité que nous avons à percevoir ce qui provient de nous et ce qui provient de l'ego. Ce qui provient de l'ego, je m'en occupe pas. Ou alors, si je m'en occupe, si je laisse l'ego faire, je suis, comment dirais-je, conscient que c'est l'ego qui fait. Voilà. Mercure, qu'on appelle Bouddha en sanskrit. Bouddha, ça vient de Buddhi. Buddhi, c'est l'intellect. Eh bien, Bouddha est une planète extrêmement importante parce qu'elle permet de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Ce qui est juste et faux, c'est pas sur le plan de la moralité, c'est sur le plan de la source. Ce qui provient de vous, de votre cœur, c'est juste. Ce qui provient de votre ego, non. Il y a un moment donné, nous devons être agis par nous-mêmes et non pas par l'ego. C'est vraiment le but du Jyotish, hein, c'est de pouvoir être désidentifié de cet ego qui est représenté par la planète Soleil. Le Soleil va représenter le soi, ce que vous êtes, l'âme, l'atma, l'atman, et en même temps l'ego. Donc, en fonction de la puissance du Soleil, on va voir si la personne est plus dirigée par l'ego ou par son âme. Ok. En Occident, on parle beaucoup actuellement des incarnations différentes, mais sur des plans parallèles, alors qu'en Inde, les incarnations sont antérieures. Est-ce qu'en Oui, Inde, il y a aussi des incarnations possibles sur des plans parallèles? il y a une possibilité d'éclatement de l'être à un moment donné s'il y a un niveau de conscience supérieur. Il se peut qu'une personne, en se réincarnant, se réincarne sur plusieurs plans. Oui, oui. D'accord. Ça, tout à fait possible aussi. Donc, Oui, ce oui. serait pas pour tout le monde pareil. Certaines auraient des incarnations parallèles et d'autres pas. Oui, oui, oui. Tout dépend du niveau de conscience. En fait, sur Terre, ce qui est assez dérangeant, ce qui est étrange et dérangeant, c'est que vous allez avoir de multiples niveaux de conscience. Vous avez des gens qui vont commencer les incarnations, qui vont vraiment être, pardonnez-moi l'expression, abrutis, lourds, reliés à leur vital, reliés à leur simple volonté de vivre un plaisir immédiat, lourd. Enfin, ce sont vraiment des êtres qui commencent leur travail dans l'incarnation physique. On pourrait dire que ce sont des jeunes âmes. Oui, c'est voilà, c'est juste, hein, mais c'est lourd. Et puis vous en avez d'autres qui ont terminé, presque terminé leur révolution, qui sont vraiment plus qu'angéliques.
qui sont désidentifiés pour le coup de l'ego, avec un amour inconditionnel. Et entre les deux extrêmes, vous avez de multiples états de conscience. Ce qui fait que sur Terre, c'est extrêmement compliqué de vivre presque même avec les autres, parce que vous allez pouvoir rencontrer dans une activité professionnelle, par exemple, de multiples niveaux de conscience différents. On le sent bien lorsqu'on rencontre quelqu'un, on voit bien que de temps en temps, on sent que le type, il est puissant, il est fort, il y a quelque chose qui est vibrant. Et puis d'autres personnes, on sent que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup moins intelligent, sans que ça soit une critique. Hein. L'intelligence n'est pas encore développée. Et la difficulté sur Terre, c'est qu'il y a vraiment ce panel extrême de niveau de conscience. Donc, il y a vraiment des univers différents qui s'entrechoquent. Quand vous avez un niveau de conscience particulier, vous contactez quelqu'un qui a un autre niveau de conscience, ce sont deux univers qui vont avoir du mal à se rencontrer. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a des chocs. Il y a des chocs entre les personnes, il y a des chocs, il peut y avoir de l'incompréhension, de l'agressivité ou autre. Oui, vivre sur Terre, ça peut être un peu compliqué quand même. Tout le monde s'en est aperçu. Ça peut être très très beau, mais ça peut créer quelques difficultés du simple fait que les personnes ne fonctionnent pas de la même manière. Oui, et puis ils ne sont pas non plus au même niveau de conscience. C'est ça. Combien de fois je fais des thèmes à des gens qui ont des niveaux de conscience supérieurs. Ils sont arrivés dans cette incarnation avec un niveau de conscience supérieur. Pour des raisons karmiques, ils ont atterri dans des familles qui n'avaient pas atteint leur niveau de conscience. Donc ça a été rude pour eux. Ils n'ont pas compris comment ils pouvaient fonctionner dans l'existence. Ils ont souvent fonctionné par mimétisme, comme les autres, pour essayer de s'adapter. Et ils se retrouvent à 30, 40, 50 ans, totalement décalés, parce qu'en fait, ils ne savent pas comment ils fonctionnent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Et je fais leur thème. Je dis, mais bien évidemment, c'est compliqué. Vous êtes arrivé avec un niveau de conscience qui est supérieur par rapport à l'environnement qui vous a accueilli. Donc, c'est compliqué. On vous a pas expliqué. Ça fait partie de votre karma, mais c'est rude. C'est rude, bien sûr. Alors que si ces personnes avaient eu des contacts très rapides avec un astrologue védique à 15, 20 ans, elles auraient eu cette information qu'elles sont différentes et qu'elles ne peuvent pas fonctionner dans le collectif. Il y a des gens qui ne sont plus dans le mental. Il y a des gens qui sont plus dans l'ego. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ces gens-là, en fait, vivent une situation qui peut être difficile. Alors, très souvent, dans leur incarnation, il va y avoir un nouvel aiguillage dans les événements qui va leur permettre d'avoir accès à une connaissance qui va les apaiser et et ils vont comprendre. Oui, l'expression des divers niveaux de conscience à travers divers individus, c'est extrêmement compliqué. C'est bien ce qui se passe dans le monde. Il y a des forces conservatrices et des forces d'élévation. Il y a des forces conservatrices. Et en ce moment, il semblerait que l'univers ait vraiment décidé que la Terre devait passer sur un plan supérieur. On voit les forces conservatrices debout sur les freins, en train de freiner. Hein. On voit l'état du monde actuellement. Oui, oui, c'est clair que on voit qu'il y a une sorte de volonté de délitement de la Terre, de ses habitants. Oui, oui. Il y a vraiment une scission entre les personnes qui sont dans une phase évolutive et les autres qui refusent cette évolution, consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, il y a des forces conservatrices qui sont des forces du karma, mais qui sont aussi ce qu'on appelle des forces contraires, hein, qui refusent l'élévation, qui refusent la lumière. Hein, Selon vous, c'est quoi la lumière? Parce que tout le monde parle de lumière. Bon, alors là, je sais bien que ça veut dire science de la lumière, là, du Jyotish. En fait, l'expérience, tout le monde ne la vit pas. Lorsqu'on contacte le divin, on contacte soi-même, puisque nous sommes le divin. C'est vraiment une des informations du Jyotish, c'est que nous sommes à l'image du divin, donc nous sommes le divin. Lorsqu'on se contacte soi, on contacte le divin, on le contacte très souvent, pas toujours, mais très souvent par une expérience lumineuse, incandescente. C'est pour ça qu'on parle de lumière qui peut être de différentes couleurs. Ça peut aller du rouge, bleu, au vert, au jaune, ou blanc laiteux. Le blanc laiteux, c'est vraiment cette lumière, c'est certainement la plus élaborée. C'est ça. La lumière des chakras. Ok. C'est ça. Mais on parle de la lumière, mais on peut parler du divin, on parle du suprême, on parle de Dieu, on peut parler du créateur, de l'intelligence créatrice. Chacun a sa propre relation, en fait, avec le créateur. Certains sont même presque laïcs, hein. Ils disent, il y a juste une conscience, il y a juste une présence. OK. Chacun a sa relation particulière avec le créateur. Vous pourriez conseiller à tous les gens qui se cherchent de venir faire un thème. J'ai l'impression que ça fait avancer beaucoup plus vite. Gagner des dizaines et des dizaines d'années d'évolution. Ah, mais c'est un accélérateur prodigieux. Moi, je suis astrologue védique depuis 30 ans. Hein. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. On était 3 ou 4. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. En tout cas, moi, j'en forme quand même pas mal qui sont efficaces.
Et puis, certains ont même plusieurs casquettes. Certains font de l'Ayurveda et en même temps sont astrologues, hein. Moi, je ne fais que de l'astrologie indienne. Certains proposent le Vastu, c'est-à-dire que c'est comment on peut rectifier les énergies de votre maison qui sont de travers, puisque votre maison n'a pas été construite suivant les plans du Sthapatya Veda, c'est-à-dire les règles du Veda pour construire une maison, parce qu'on doit construire une maison d'une certaine manière pour qu'elle puisse exprimer l'énergie divine. Eh bien, le Vastu est un système qui permet de corriger toutes les maisons, même celles qui ne sont pas construites suivant les règles du Sthapatya Veda, pour qu'en fait vous puissiez vous sentir bien. Donc même, je pense à une amie qui fait du Vastu, de l'Ayurveda, et qui fait en même temps de l'astrologie indienne. L'Ayurveda, c'est la médecine. Oui, oui, oui. On va être médecin pour pratiquer la médecine ayurvédique. Non, 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 non. Il y a beaucoup de praticiens de D'accord. massage ayurvédiques. Ce sont des massages qui viennent corriger certains déséquilibres de votre corps et de votre mental. Normalement, une séance commence par l'inspection de la langue. Il y a la langue, il y a aussi la prise de pouls. Le pouls aussi, oui. La prise de pouls, qui est un système très, très, très subtil. Si les médecins allopathes pouvaient pratiquer en même temps l'Ayurveda, ils pourraient cumuler ces deux médecines qui pourraient être complémentaires, hein. Mais en tout cas, l'Ayurveda aura aussi un impact puissant sur le fait de brûler du karma. Si vous rectifiez les déséquilibres de votre corps et de votre mental, vous rectifiez des énergies de désordre et en les rectifiant, vous brûlez du karma. Voilà. On va clôturer là, puisque maintenant on sait que en rectifiant sa maison, en rectifiant sa santé, en rectifiant son mental et comment brûler son karma, on peut avancer sur le chemin de la spiritualité. Oui, c'est ça. Je dirais presque plus même sur le bien-être, tout simplement. Oui, en fait, la spiritualité est le nom que l'on donne à toutes ces techniques qui nous permettent d'aller vers nous-mêmes, donc d'être heureux et heureuse. Oui, c'est ça le but, en fait, hein. C'est ça le but, hein. C'est vraiment d'être détendu dans toutes les circonstances, de se sentir à l'aise, de se sentir bien, et puis ne plus être dans des projections de peur, d'angoisse et de terreur qui proviennent souvent des mémoires antérieures, hein. Ce sont souvent les mémoires antérieures qui s'expriment dans le karma, hein. Ce sont les mémoires. Donc, quand on est débarrassé de tout ça, bah, on est vraiment beaucoup plus tranquille. C'est le but, hein. Pour vous contacter, votre site, c'est C'est astro-inde.com. Et puis, il y a un nouveau site que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps. C'est pour des formations en ligne. C'est formation-astrologie-védique.com. Je mettrai ça sur la vidéo. Et puis sous la vidéo, alors pensez à regarder sous la vidéo. À chaque fois, je mets des renseignements qui sont utiles. La conclusion de cette vidéo. La conclusion, elle est assez simple. Si vous avez le désir vraiment de vous transformer, si vous avez le désir d'être dans beaucoup moins de lourdeur, de moins de souffrance, moins de difficultés, si vous avez le désir vraiment d'être au cœur de vous-même, faites une consultation en astrologie indienne avec moi ou d'autres, peu importe, hein. Vous allez avoir vraiment une vision très précise de là où vous en êtes, de ce que vous devez travailler, aussi des aspects déjà qui sont nettoyés. On ne va pas regarder que ce qui est lourd. On va aussi déjà regarder ce qui est élevé, ce qui est déjà ouvert, ce qui est déjà lumineux. C'est important. On va pas poser notre attention que ce qui est lourd. On aura une vision donc très précise et avec les moyens correctifs, vous allez pouvoir vraiment être dans un système de transformation de votre propre destin. François, merci beaucoup pour cette participation à ce podcast. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'espère qu'on pourra refaire un nouveau podcast. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt sur Les Anges en parlent. Au revoir François. Au revoir.